Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo que j'ai découvert hier soir, qui a été publiée hier sur le site de France Soir et qui est la diffusion d'un entretien entre Xavier Azalbert, donc le patron de France Soir, avec Jean-Dominique Michel, où il était question de différents sujets, et notamment de moi. Voilà, donc je vais réagir à ça. Alors, qui est Monsieur Michel? Jean-Dominique Michel, on a fait une vidéo sur lui, vous pouvez aller la regarder. C'est un monsieur qui se prétend anthropologue de la santé, il n'a pas les diplômes qui vont avec. C'est un imposteur de la science, c'est une sorte de sous-Idriss Aberkane en fait. C'est un Idriss Aberkane du pauvre, moins brillant, moins étonnant, etc. Mais qui a quand même réussi à faire parler de lui et à publier 2 livres dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai juste après. On va regarder ensemble ce qui s'est dit chez France Soir, parce que c'est intéressant de voir si les gens qui parlent savent de quoi ils parlent. Et donc, Monsieur Michel tente d'expliquer que je ne suis pas un vrai scientifique, et que par conséquent, je n'ai pas le droit de critiquer Didier Raoult. Comme vous le savez, on n'a pas besoin d'être un expert pour reconnaître si un expert est d'accord avec tous les experts ou s'il est tout seul dans son coin à dire des trucs et que peut-être éventuellement il déraille. Il y a des grands experts qui partent en live, qui vrillent, qui deviennent un petit peu barges et qui ont, au-delà de leur pratique, des propos qui permettent à des non-experts de dire là, monsieur, il gâtouille, il faut qu'on arrête de le croire, il est plus crédible, ça ne va pas du tout. Il n'est pas nécessaire d'être pilote de course ou même d'avoir son permis de conduire pour avoir un avis sur le fait que oui ou non, Didier s'est mangé un mur en voiture ou pas. On peut le constater même quand on n'est pas expert. Mais au-delà de ça, la manière dont M. Michel prétend démontrer que je ne suis pas du tout expert est amusant parce qu'en fait il se plante. Alors on va regarder ensemble un extrait de l'entretien qui dure 52 minutes. Je vous rassure, on va pas tout regarder. J'ai pas tout regardé, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On m'a envoyé le moment où on parle de moi. Parce que c'est important de pouvoir répondre lorsqu'on parle de vous dans la presse, même si François n'est plus un organe de presse officiellement depuis le 30 novembre. Et ça en soi, c'est rigolo. Et a perduré dans cette doxa du Covid, Oui. alors qu'on aurait pu arrêter tout ça de manière très simple en écoutant le professeur Raoult, en écoutant le professeur Perron, qui a été, on le rappelle, totalement blanchi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une personne qui m'a intéressé, Thomas Durand, qui vous a donc attaqué en disant que vous êtes donc le faussaire, on va dire, de l'anthropologie, l'imposteur de l'anthropologie. Cette même personne donc a demandé un droit de réponse hier à Sud Radio. Il était entendu chez Berkoff. Je ne sais pas si vous avez entendu cette émission, qui est un peu lunaire, puisque en fait Idriss Aberkane, la semaine dernière, a été entendu mercredi dernier, je pense, ou jeudi dernier chez Berkoff, où il parlait de cette affaire de Fact and Furious. Il décrivait tout le travail qu'il avait fait, qu'on a fait ensemble, pour certaines choses qu'on a menées de manière indépendante, pour d'autres de manière à faire de la validation. Parenthèse. M. Azalbert explique qu'il a travaillé avec Aberkane. Là, ils reçoivent Jean-Dominique Michel. Je tiens à souligner le fait que ces gens travaillent en réseau. Ils sont amis les uns des autres. Peut-être que certains sont commanditaires d'enquêtes réalisées par les autres. Peut-être qu'ils sont payés par les Russes pour foutre le bordel dans la société pour que la démocratie soit affaiblie et que la Russie en sorte les marrons du feu. On pourrait imaginer plein de choses. C'est sans fin. Je peux imaginer, écoutez, c'est mon travail, je suis aussi parfois romancier, on peut imaginer plein de scénarios dans lesquels on va prendre tout ce qu'on observe comme ça de rapprochement entre les personnages pour tracer des trucs. D'ailleurs, certains se sont amusés à le faire. Je vais vous mettre en image ici. Quelqu'un s'est amusé à tracer sous forme de graphique la théorie du complot élaborée depuis maintenant un peu plus d'une semaine par messieurs Aberkane et Azalbert et leurs FID et leurs sbires. Ils ont d'imagination, ils proposent des liens, des causalités, des collusions entre les gens. On pourrait faire de même. Vous constatez bien que ça n'est pas ce qu'on fait. Vous constatez bien qu'on n'est pas en train d'accuser ces gens d'être à la solde d'un pouvoir caché, secret, étranger ou pas, qui aurait des buts inavouables. Non, je pense que ces gens sont plus ou moins transparents dans leur démarche et qu'ils ont un intérêt immédiat et personnel à promouvoir les idées qu'ils promeuvent, parce que ça leur attire de l'attention, du prestige, de l'argent, de la reconnaissance. Et nous, on n'est pas en train d'imaginer des intentions cachées. Donc la critique que je porte, l'analyse que j'ai sur les
collusion réelle ou en tout cas probable entre ces personnages ne relève pas d'une théorie du complot ou d'une pensée conspirationniste, qui serait une pensée dans laquelle on imagine des choses cachées, des gens invisibles et des ordres qui passent des uns les autres pour obéir à une cabale plus importante. Vous comprenez? C'est quand même assez différent. En tout cas, nous pouvons constater que M. Azalbert admet lui-même, ils travaillent ensemble, ils sont bien contents de donner la parole les uns aux autres, aux gens qui sont d'accord, mais ils s'étonnent quand les gens du camp d'en face, les fact-checkers, les zététiciens, les anti-conspirations, etc., les gens qui travaillent depuis un certain point de vue, arrivent aux mêmes conclusions, ont les mêmes analyses, portent un jugement similaire, et ils trouvent que ça serait la preuve que nous, on serait payés pour être d'accord entre nous. Mais eux, qui les paye pour être d'accord entre eux? Vous voyez que l'argument, du coup, il tombe un peu de lui-même. Hein. Mais cette personne qui a été attaquée, puisqu'elle fait partie des personnes qui sont identifiées comme étant des commanditaires, a demandé un droit. Donc moi, je suis identifié comme étant un commanditaire. Donc on a, sur une chaîne YouTube, hein, ça vaut ce que ça vaut, là en l'occurrence c'est diffusé chez Jean-Dominique Michel, ça a été vu que 9000 fois, je ne sais pas si cette vidéo est diffusée ailleurs sur François, je n'ai pas fouillé. Là on est dimanche, je n'ai pas que ça à faire éventuellement, mais M. Azalbert, sur son média, affirme que j'ai été identifié comme étant un commanditaire dans, sous-entendu, l'affaire Fast and Furious. Je ne sais pas d'où ça sort. Qui m'a identifié comme étant un commanditaire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Donc là, on est soit dans du délire, ces gens croient à ce qu'ils racontent, soit dans une tentative d'assassination de la personne, character assassination, c'est une expression qu'ils aiment beaucoup, dans la diffamation, dans de la dénonciation calomnieuse. Je ne sais pas en tout cas de quoi je serais censé être le commanditaire. Demandez-vous, si vous savez, une fois que vous avez écouté ce que ces gens ont à dire, de quoi je serais coupable. Parce que moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, la plainte qui a été déposée par M. Berkane, la plainte apparemment a été déposée, je choisis de croire M. Berkoff quand il me dit qu'il a un document et que le document est vrai, mais moi, je n'ai pas d'infos là-dessus. La plainte, elle n'est pas passée par tous les stades de l'instruction qui aboutiraient au fait que moi, je sois mis en cause. Je ne suis pas encore mis en cause. À part M. Berkane qui se plaint de moi, il ne se passe rien. Mais l'idée que je serais un commanditaire, vous comprenez que actuellement je me prends des vagues et des vagues et des vagues de haine, d'insultes, d'injures et de menaces sur Twitter en particulier, et sur YouTube également, de gens qui croient ou qui font semblant de croire ou qui ont envie de croire, qui choisissent de croire tout ce récit. Et tous ces gens-là n'auraient pas autant d'accusations à porter contre moi si on n'avait pas Berkane et Azalbert qui leur tendent, regardez, commanditaire, allez-y. Donc là, évidemment, on est dans une démarche archi-toxique, et c'est pas de l'information. Vous avez écouté ça, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, d'abord, j'aime pas tirer sur les ambulances, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Thomas Durand, dont il faut rappeler que son champ de spécialité, c'est les moisissures. C'est un biologiste végétal qui étudie les champignons et les moisissures. Et il a dans sa carrière... Ça fait au moins 2 fois que M. Jean-Dominique Michel prétend que je serais un spécialiste des champignons. Alors, la mycologie, c'est passionnant, c'est vraiment des organismes extrêmement intéressants, très différents de ce qu'on a autour, une biologie passionnante, mais ce n'est pas mon travail. Et M. Michel se trompe. Plusieurs fois, mon travail, pendant ma thèse, a été m'intéresser à la physiologie des plantes, et pas des champignons, et notamment du peuplier. Monsieur Frédéric Delavier, par exemple, prétend que je serais un spécialiste des peupliers transgéniques. C'est faux aussi, je n'ai pas travaillé du tout sur la transgénèse, mais vous voyez, on a des gens, en particulier lui, qui veulent me ramener à mon état de biologiste, de ma spécialité, et pour pas que je déborde, pour pas que j'aie parlé d'autre chose, mais ils ne sont pas foutus de comprendre qu'il s'agit de physiologie végétale, c'est pas de la mycologie. Il s'est déjà planté il y a quelques mois, j'avais corrigé à l'époque, il n'est pas capable de s'en rappeler. Moi, quand je porte une critique sur M. Jean-Dominique Michel, allez voir la vidéo que j'ai faite qui date de septembre 2020, quand je veux le critiquer, je suis extrêmement précis. Je regarde son CV, je regarde ce qu'il écrit, je regarde ce qu'il dit, je montre ce qu'il écrit, ce qu'il dit et son CV, et je critique sur la base de ce que je vous montre. Monsieur prétend que je serais expert des moisissures. Bah, c'est pas vrai. C'est dommage.
Et c'est pas vrai. Poursuivons. C'est un biologiste végétal qui étudie les champignons et les moisissures. Et il a dans sa carrière écrit 5 articles, co-signés par 5 co-auteurs, donc il est un des 6 auteurs, avec un H-index, donc dans la classification de l'importance des scientifiques de 7, ce qui est risible, c'est rien du tout. Alors, ça c'est hyper intéressant. Monsieur Jean-Dominique Michel choisit de m'attaquer sous l'angle de la production scientifique, donc du H-index. Et donc il dit que mon H-index est ridicule parce qu'il n'est que de 7 et que je suis l'auteur de seulement 5 articles avec 5 autres auteurs, donc uniquement auteurs partiels. Alors, du coup, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans les articles scientifiques, il y a ce qu'on appelle le premier auteur, qui, pas toujours, mais en général, est la personne qui est en charge du projet de recherche, qui a fait le travail, qui a fait les manips, qui a rédigé l'article dans son ensemble. Parfois, ce travail-là est partagé, donc on a des co-premiers auteurs, et on met un petit astérisque à côté du nom. Vous avez le statut de dernier auteur, en tout cas en sciences biologiques, parce que c'est un peu différent en physique notamment, et en mathématiques, et j'ignore comment ça se passe ailleurs, mais en sciences biologiques, c'est comme ça. Et le dernier auteur, c'est le patron du labo, c'est celui qui a chapeauté, qui a encadré l'équipe, qui n'a pas participé aux manips, mais qui est présent pendant la réflexion en amont du projet, qui participe aux réflexions pendant que le projet se fait, et puis qui participe aussi à la fin à la rédaction et à la correction. S'il n'a pas fait tout ça, il n'a pas à signer. Hein. Donc on rappelle que M. Raoult n'a pas fait ça, et qu'il a signé abusivement plein de papiers, et certains, il y a eu fraude, il a dit « Ah, je ne l'ai même pas lu !» Pourtant, il a quand même signé. Bon, donc le fait que je sois premier auteur avec 5 autres personnes sur le papier, c'est comme ça que ça marche. En biologie, c'est très rare que les gens écrivent un papier tout seul en leur nom, parce que en biologie, on travaille dans des laboratoires en équipe. Donc, le fait qu'il insiste sur le fait que je sois co-auteur avec 5 personnes, peut-être, ça veut dire qu'il ne comprend rien du tout à comment marche un laboratoire en biologie, mais ce serait dommage. Qu'est-ce que c'est qu'un indice H? Monsieur Michel ne le sait pas. Un indice H, c'est le chiffre, ou le nombre, qui indique que l'auteur en question a au moins H articles cités H fois. Ce qui est important en science, c'est pas votre nombre d'articles, finalement, c'est le nombre de fois où vous êtes cité dans la littérature. Et donc, si quelqu'un a écrit 100 articles, et qu'il y en a un qui était cité 100 fois, et tous les autres, ils sont cités 2, 3, 4 fois, et bien il aura un H-index de 3, 4. Parce qu'il a 4 articles, ils sont cités au moins 4 fois. Mais s'il a 100 articles, tous cités au moins 100 fois, son H-index est de 100. Demandez-vous quel est le H-index de M. Michel, je vais vous aider. Entre nous soit dit, évidemment, je ne prétends pas que je suis un grand biologiste. Je n'ai pas fait une grande carrière en sciences. J'ai fait une carrière honnête, qui s'est arrêtée après 2 ans post-doctorat, et maintenant je fais autre chose. Mais vous chercherez en vain dans mes productions des déclarations comme quoi je serais un expert en ceci ou en cela. Moi, je suis un vulgarisateur. Ok ? Je fais de la zététique, je fais de la critique, et on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier pour avoir un avis sur la gastronomie, ou d'être un pilote de chasse pour repérer quand un pilote s'est planté et qu'il s'est payé un mur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que M. Michel essaye donc de me rabaisser. Il ne répond pas sur le fond. Il n'est pas capable de défendre sa carrière, sa pseudo-carrière d'anthropologue de la santé. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas de papier qui le montre. Donc, pour dire que ma critique ne vaut rien, il fait une attaque ad hominem. Il me rabaisse en disant que de toute façon, moi, je ne suis pas un vrai chercheur. Ceci, cela. Alors, j'ai été chercheur, je ne le suis plus. Et si vous me connaissez sur les réseaux, c'est pour autre chose. Vous me connaissez pour mon travail de vulgarisation, de promotion de la pensée critique, et pas parce que je serais un chercheur. J'aurais pu ne pas avoir de doctorat, que ça ne changerait rien. Il y a plein de gens qui font des choses formidables, qui n'ont pas un seul doctorat. Mais, évidemment, ça fait les affaires de François, parce que M. Michel est un complotiste. Donc, évidemment, ils sont d'accord entre eux. Et donc, c'est important de pouvoir lui donner la parole pour pouvoir me rabaisser encore un petit peu et contribuer au fait que je sois insulté et harcelé un peu partout. Alors, je vous précise, n'allez surtout pas, ici ou ailleurs en commentaire, insulter ces gens. Ne le faites pas. Je le dis parce que je constate que je m'en prends plein la tête actuellement. Alors, rassurez-vous, je le vis très très bien. Mais que, évidemment, cette polarisation, cette tension et cet énervement général, on a vite fait de perdre un peu ses nerfs. Et ça m'est arrivé d'avoir des propos excessifs de temps en temps.
Et je les regrette, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Donc, je ferme cette parenthèse, n'allez pas insulter M. Michel. Allez éventuellement lui demander des preuves de ce qu'il raconte. Allez éventuellement lui dire que vous avez des preuves que ce qu'il raconte est faux, si vous en avez. Et puis vous vous arrêtez là. La classification de l'importance des scientifiques de 7, ce qui est risible, c'est rien du tout. C'est risible, c'est rien du tout d'avoir un H-index de 7. Et j'aurais adoré que M. Aberkan soit présent sur le plateau, parce que quel est son H-index à M. Aberkan? Eh ben, jusqu'aux vidéos que j'ai faites sur lui, c'était de 0. Voilà. Il a fini par publier un article de pseudo-mathématiques dans une revue de MDPI, qui est une revue prédatrice, où vous payez 1500, 1300 euros ou dollars et votre article est publié. Donc ça ne vaut rien. Si vous regardez les travaux d'Aberkan, il ne publie pas ou très peu, et personne ne le cite. Il se trouve que j'ai à mon actif d'avoir travaillé avec des gens, des vrais chercheurs que je respecte beaucoup. Ma carrière s'est arrêtée, mais mes papiers, eux, sont cités. Donc, j'aimerais que M. Michel et M. Aberkan se mettent d'accord sur le fait que est-ce que le H-index est un critère important pour évaluer si quelqu'un est un vrai scientifique ou pas, parce que M. Aberkan ne va pas être d'accord, et si 7, c'est risible et ridicule. Je veux bien. Mais dans ce cas-là, M. Michel vient de vous réfuter la totalité du CV de M. Aberkan. Des scientifiques de 7, ce qui est risible, c'est rien du tout. C'est targué de décoder des questions de psychologie sociale, de neurosciences cognitives, est devenu un expert sur des domaines pour lesquels il n'a aucune compétence. Alors, vous verrez que, notamment dans notre documentaire Les lois de l'attraction mentale, nous avons interrogé, nous avons reçu, nous avons donné la parole à des experts en psychologie sociale, en philosophie, en sciences cognitives. Je continue d'interagir de manière régulière avec des experts du domaine, Sébastien Dieguez, Albert Moukébert, d'autres, Sylvain Delouvet, avec qui j'étais à Angers il y a encore quelques jours. Ces chercheurs, ces experts qui publient, ce sont eux les vrais experts. Mais il se trouve que ces gens-là, ils viennent sur la tranche en biais, ils font des tables rondes avec moi, prennent notre défense, participent notamment au prochain bouquin que je vais écrire. Ces gens-là, ils respectent mon travail. Et si jamais je me disais une bêtise de leur domaine de compétences, ce qui peut arriver parce que personne n'est parfait, soyez assurés qu'ils vont me corriger, ils vont me contredire. Parce que c'est leur travail de défendre un petit peu l'état des connaissances dans leur domaine. De toute évidence, les contenus que nous partageons sont raccord avec l'état des sciences, avec l'état des connaissances. Ça n'est pas le cas de M. Jean-Dominique Michel. Demandez-vous, un peu comme pour Aberkan, où sont les experts du domaine, les vrais experts qui publient dans des revues scientifiques, à comité de lecture, qui prennent fait et cause pour eux, qui sont d'accord avec ces gens. Cherchez bien. De neurosciences cognitives est devenu un expert sur des domaines pour lesquels il n'a aucune compétence, et ce monsieur qui n'est rien dans la science attaque des sommités comme le professeur Raoult en disant ce monsieur ne sait pas faire de la science. Donc c'est juste phénoménal. Je suis désolé de reprendre la métaphore, mais c'est le joueur de tennis du club de province qui dit que Djokovic ou Nadal ne savent pas jouer au tennis. C'est de ce niveau-là, et que ce monsieur ait eu une audience, il a été invité chez Hanouna comme étant un docteur en sciences qui pouvait donner des indications, est juste totalement invraisemblable. C'est ridicule. Alors, je vais être mesquin. Je vais utiliser l'argument, entre guillemets, que j'ai reçu à peu près 10 000 fois depuis que je m'intéresse à M. Aberkan. Là, j'ai envie de dire, M. Michel, il est jaloux. M. Michel, il voudrait aller chez Hanouna, et on ne l'a pas invité, et il est jaloux. Alors, c'est mesquin, attention, j'ai dit que c'était mesquin. Ce n'est pas un argument. Mais le fait que j'ai été invité chez Hanouna, en tant que sceptique, et pas en tant que docteur en ceci ou cela, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que j'ai raison ou j'ai tort lorsque je dénonce son imposture? Où est le fond? Les gens me reprochent de ne pas traiter du fond. Et moi, je m'intéresse à la rhétorique des gens, donc à comment ils argumentent ce qu'ils disent. C'est ça mon truc. Ben là, comment il argumente ce qu'il dit en disant que je ne devrais pas être invité chez Hanouna? C'est quand même... on s'en fout. Ben, moi, je m'en fous. Visible. Alors, de surcroît, on sent que c'est quelqu'un qui est malveillant, c'est-à-dire qui cherche systématiquement à tourner les choses d'une manière qui va jeter l'opprobre sur les autres. C'est des profils manipulatoires avec une agressivité rentrée assez délirante. Donc, je pense que n'importe quelle personne de bonne foi et de bon sens
peut observer que ça n'est pas quelqu'un qui n'est ni sincère, ni de bonne foi, ni intègre. Je ne suis pas sincère, je ne suis pas de bonne foi et je ne suis pas intègre. Et ça se voit. Mais on ne va pas vous donner des éléments pour vous dire voilà pourquoi il n'est pas intègre, voilà pourquoi il n'est pas de bonne foi. Juste on vous sert un avis comme ça. Si vous pensez déjà tout ça, Monsieur Michel vous dit dans la voix d'un mec chauve en costume sur François la chose que vous voulez croire. Et vous dites ouais, il a trop raison. Mais pourquoi est-ce que ce serait vrai? Ben on n'a rien. Et donc la vraie question, c'est comment des personnes comme lui, ou comme Tristan Mendès-France, ou comme d'autres, ont pu avoir une telle audience, alors que ce ne sont pas des gens qualifiés et compétents, ce ne sont pas des experts dont il convient de prendre en considération les énoncés. Après qu'ils se mettent dans la mouise, après tout ce qu'il m'a fait subir, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une légère satisfaction, mais pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'on puisse... Et sincèrement, c'est vrai que la vidéo que j'ai faite de Monsieur Michel en 2020 était pas gentille. Hein. C'était chargé. En même temps, je ne retire pas un seul mot. Et c'est vrai que après ça, sa carrière a un petit peu. Il a publié moins de livres et il a été éjecté d'une conférence sur le hasard. Il était co-auteur d'un bouquin sur le hasard avec plein de gens, notamment Étienne Klein et Nicolas Gauvry. Et il était programmé sur une conférence, grande conférence. Et quand j'ai vu son nom, moi j'ai contacté les organisateurs et je leur ai montré mon travail. Ce monsieur me semble poser problème. Et ben il a été décommandé. Et donc je plaide coupable. Mon travail porte atteinte évidemment à la crédibilité et au revenu probablement de monsieur Michel. Donc je veux dire qu'il m'en veuille personnellement. Je ne lui en veux pas de m'en vouloir. Et je le trouve à la limite plutôt beau joueur. Je trouve que c'est un homme qui est dans la retenue, qui a une dignité un peu plus importante que celle d'Aberkan là-dessus. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'on puisse assainir le domaine de ces faux fact-checking, de ces campagnes de manipulation et de propagande, et de cette manière de systématiquement inverser les choses, car vous le savez aussi bien que moi, ils sont dans l'inversion accusatoire permanente. J'allais y venir justement, parce que la technique qu'ils utilisent, c'est une inversion accusatoire. Donc il vous a traité d'imposteur, mais quelque part, vous êtes en train de nous dire que c'est lui l'imposteur. Absolument. Moi, je suis un homme de terrain, donc je n'ai jamais prétendu être un grand universitaire. En effet, avec 0 publication, on n'est pas un grand universitaire, on n'est pas universitaire du tout, en fait. On est universitaire lorsqu'on publie des choses qui sont relues par les pairs. Voilà. J'ai été un universitaire, je ne le suis plus, je suis très heureux de là où je suis, mais dans la mesure où je l'ai été et que je ne le suis plus, et que je vous dis que je l'ai été et que je ne le suis plus, par définition, ce n'est pas une imposture. Ben, ça serait faux à moi de le faire, mais souvent les gens de terrain ont des sagacités qui sont beaucoup plus solides. Donc il dit qu'il n'est pas un grand universitaire, mais que puisqu'il est de terrain, il est plus sagace. Donc c'est une manière de dire, oui, je me prétends pas là, mais en fait je suis au-dessus. En termes d'ego et de prétention, bon, je vous laisse juger. Hein. J'ai quand même une carrière de 30 ans avec énormément de choses que j'ai faites et qui sont vérifiables. On a vérifié, allez regarder la vidéo où je regarde son CV, je m'intéresse à ce qu'il a fait. Il a quand même travaillé un peu sur le chamanisme et ce genre de choses. C'est à peu près tout ce qu'il a publié. Mais lui, effectivement, qui de nouveau est un spécialiste des moisissures, non, s'est mis en tête de décoder les biais cognitifs. Non, je vulgarise la littérature qui existe sur ces notions que le public ne connaît pas assez, maintenant connaît de mieux en mieux, pas que grâce à nous, mais parce que la sphère zététique a fait passer ce vocabulaire qui maintenant est repris par la complosphère. Donc ils écoutent, ils ont compris les choses, ils utilisent le vocabulaire qu'on a contribué à faire connaître autour des biais cognitifs et des sophismes. C'est très très bien, ça veut dire que notre travail il est au moins un petit peu utile. Je ne prétends pas être un expert universitaire des biais cognitifs. Je vulgarise le sujet. De la population, donc de la psychologie cognitive pour laquelle il n'a aucune formation. Et effectivement, comme ils sont dans l'accusation permanente, ça veut dire qu'ils lancent les accusations contre leur cible, et celle-là, dès lors, est très mal prise. Parce que si elle lance l'accusation en retour, elle donne l'impression de se justifier en démentant la réalité de l'accusation qu'elles subissent, en portant à leur tour des accusations. Et puis en même temps, c'est tellement faux et mensonger qu'il faut bien, à un moment donné, pouvoir nommer la réalité des choses. Alors de nouveau, ce sont des tours qui sont connus à la fois en psychologie et en technique de propagande et de manipulation. Si on les connaît, on les repère tout de suite. Le problème, c'est que l'immense majorité de la population n'est pas éduquée à cette réalité. Donc un des espoirs de la crise, c'est que ça puisse servir à faire une saine pédagogie de qu'est-ce qu'est une information loyale et honnête et qu'est-ce qu'est une information biaisée ou manipulatoire. Alors, donc, juste pour finir sur cet individu, donc, C'est moi.
des inversions accusatoires. Vous avez votre page Wikipédia, vous avez tout le monde qui vous a vraiment dénigré, diffamé, vous avez été traîné dans la boue. Cet individu, si on lui faisait la même chose, à votre avis, comment il réagirait? Parce que est-ce que sa mission, c'est d'avoir sa page Wikipédia parfaite? Qu'est-ce que c'est que cette question, Xavier Azalbert? Comme si Wikipédia était une fin en soi. Alors, j'ai défendu Wikipédia contre Aberkan qui délirait. Et d'ailleurs, Check News Libération a fait un article où il donne la parole à la présidente de Wikimedia France. Allez lire cet article qui explique comment fonctionne Wikipédia, comment on désigne ce qui est une source jugée fiable. Allez regarder. Parce que Aberkan a quand même porté une accusation assez forte sur Wikipédia qui serait en gros un truc corrompu, une structure dans laquelle on validerait de fausses informations. Donc Wikipédia vous mentirait, et quand c'est gratuit, ça veut dire qu'on vous manipule, dit-il dans des vidéos gratuites. Est-ce que sa mission, c'est d'avoir sa page Wikipédia parfaite, de la maintenir vierge, on va dire? C'est toujours difficile de faire un peu des interprétations psychologiques, mais Merci. moi je pense que ce sont des gens qui sont dans une telle projectivité qu'au fond ils ne se rendent pas compte. Et c'est là où je distingue de nouveau les deux étages. Il y a ceux qui, parce que lui au fond, désolé de l'expression, mais c'est un idiot utile, c'est un fusible. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais bon, c'est très bien de parler de cette C'est expression. comme Daoust, c'est-à-dire que c'est des pauvres types qui sont instrumentalisés par des pouvoirs qui en ont besoin, qui les envoient au front, et puis au moment où ils vont être carbonisés, ils Donc on serait envoyé au front. Alors moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je sais d'où je viens, je sais ce que je fais comment je travaille. Là il faudrait être plus précis, ça veut dire quoi? C'est j'ai un coup de fil et on me dit il faut travailler là-dessus, fais ceci, fais cela. Comment on envoie au front des gens comme moi ou Antoine Daoust? C'est quoi le processus? Dites-nous. Parce que la France veut savoir. en laisser tomber comme un vieux Kleenex. Donc eux, je pense que c'est vraiment des idiots utiles qui sont dans cette projectivité. C'est-à-dire que je suis sûr que Thomas Durand est intimement convaincu dans son fort intérieur que je suis un imposteur. Et donc, Nous sommes d'accord, monsieur Michel et moi. Après une pause technique, je reprends la lecture de ce document. Et donc, il a l'impression de mener une croisade pour le bien. Par contre, il est instrumentalisé par des gens qui savent très bien, en l'occurrence, que ça n'est pas le cas, mais qui se disent, si on met des gens comme Daoust et Thomas Durand sur la mission d'attaquer M. Michel, ils seront crédibles et ils parviendront à leur fin, et ça éliminera ce gêneur. En tout cas, ça rendra très problématique le fait qu'il puisse faire entendre son message. Et vous savez comme moi que les traces après deviennent indélébiles. Donc André Berkoff, maintenant, sur oui. Donc, nous venons d'entendre un récit que je vais qualifier de complotiste. Je suis désolé, mais je vais vous dire pourquoi. On a quelqu'un qui dit telle personne et telle personne disent du mal de moi, et elles le font parce que elles agissent sur ordre commandé. Donc moi, je serais, à travers mon travail, dirigé par des instances. On ne sait pas, il n'y a pas de nom. C'est des ils, c'est des eux, c'est la méthode Perron. On ne sait pas de quoi on parle, mais c'est bien suffisant. Les gens se contentent de ça. Et donc, ce qui est remis en question là, c'est mais pourquoi est-ce que moi et d'autres, on s'attaque à M. Michel ou à M. Aberkan? Et en fait, c'est ça le fond de l'affaire. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on ne peut s'attaquer à eux que parce qu'on serait jaloux ou parce qu'on serait payé par des méchants pour s'attaquer à ces gens qui sont des gentils. Il y a une troisième possibilité, vous savez quand même, qui est que les uns comme les autres, on soit attachés à la santé publique, à un petit peu d'ordre de cohésion dans la manière dont on parle des résultats de la science. Moi, je suis pour le débat d'idées et pour qu'on ne censure personne, mais lorsque quelqu'un dit « je sais quelque chose », que ça a trait à la santé publique, et que ça s'appuie sur des données qui sont censées être scientifiques, et que c'est pas vrai, c'est trompeur, ou on ment, je pense que les gens devraient vouloir se corriger. Et s'ils ne veulent pas se corriger, on devrait un petit peu prendre la liberté de leur faire comprendre qu'il faudrait qu'ils se corrigent. Et en tout cas, il faudrait pouvoir atteindre leur crédibilité. Il faut arrêter de croire les menteurs, en fait. Et donc, il s'est passé quoi? Pendant la pandémie, le blog de Jean-Dominique Michel a été beaucoup consulté. Il se vantait d'avoir des millions de vues sur son blog. Bravo, beaucoup de succès. Un blog qui critiquait essentiellement toutes les décisions qui sont prises. Et ça, je peux le comprendre. Vu la pagaille que ça a été, ça me démangeait aussi. Hein.
Mais son blog, ça m'intéressait moyen. J'avais pas envie d'aller mettre dedans. Il écrivait peut-être d'ailleurs toujours, mais je ne le lis plus, des articles très très longs, très verbeux, pas super bien écrits, mais on sent que le mec aime bien écrire, hein, il a le droit, et avec plein de procès d'intention, plein de données tirées dans tous les sens. C'était extrêmement rébarbatif, j'avais aucune envie d'aller m'occuper de ce dossier-là. Je voyais d'autres critiques étaient émises, je lisais, voilà. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que moi, voyez-vous, je suis un auteur, et j'ai notamment écrit 2 livres dans une collection, dans une maison qui s'appelle Humaine Science. Voilà, donc le premier c'était Quand est-ce qu'on biaise. Dans une collection, et d'ailleurs ça ouvrait la collection d'Humaine Science, c'était un des 2 premiers livres à sortir en 2019. Et c'est une collection qui rassemble des tas de gens de très très grande qualité, plus que moi, hein, plein de gens très très savants, très intéressants, une collection je suis très très fier d'être dans cette collection, et je tire mon chapeau à toute l'équipe, et notamment à Olivia qui déniche les auteurs, mais figurez-vous qu'il y a eu une faute de casting, il y a eu une erreur, il y a eu un problème, c'est que il y a eu 1 puis 2 livres de Monsieur Michel dans la même collection. Alors ceux qui me connaissent savent que quand il y a un problème, moi j'en parle, c'est-à-dire que j'aurais sans doute pu faire comme la plupart des gens dans une telle situation, je ferme ma gueule, ça se passe bien, l'éditeur fonctionne bien, les livres se vendent bien, on m'invite dans des salons pour ça, je vais quand même pas faire la guerre à mon éditeur. Et il se trouve que j'ai ouvert ma gueule, et je vous passe les détails de discussion en interne, voilà, ça s'est fait tranquillement, ça a pris un petit peu de temps, mais ça s'est fait. À partir de là, il n'y a plus de livres de Jean-Dominique Michel, il n'y a pas de projet de livre avec M. Michel dans cette collection. Donc si vous voulez savoir d'où vient ma motivation à parler de ce monsieur, c'est parce que dans cette collection, j'ai déjà sorti un 2e bouquin, ça se passe très bien, il y a un 3e après sur Dieu, et j'avais pas envie de l'avoir pourri par quelqu'un qui rentre dedans en étant anti-science, complotiste, l'antithèse complète de l'esprit de cette collection. Et donc voilà où est ma motivation. Vous pouvez juger que vraiment c'est scandaleux, Mandak, tu oses croire que toi tu peux décider, décréter qui a ou n'a pas le droit d'être édité. Non, mais en tant qu'auteur, je prends ma responsabilité sur les gens que je veux côtoyer dans la maison dans laquelle je signe. Et je ne suis pas le seul, on était nombreux à se plaindre. D'ailleurs, il y avait un bouquin de Raoult également qui a été publié à cette époque-là, et il n'y a plus de projet avec Didier Raoult non plus dans la maison, et je m'en félicite, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens par-ci ou par-là qui m'appellent et qui me disent « Il faudrait que vous dégommiez monsieur Jean-Dominique Michel » pour que j'ai envie de le faire. Parce que moi, je suis motivé par la vérité et par le fait de combattre ceux qui disent de la merde sur des sujets où j'ai éventuellement quelques lumières. Je ne peux pas m'attaquer à tout. Je n'ai pas les moyens, pas les compétences, pas le temps. Donc je fais ce que je peux, et j'ai notamment épinglé assez sévèrement, je reconnais monsieur Jean-Dominique Michel, qui m'en veut certainement beaucoup, raison par laquelle je ne m'offusque pas outre mesure de ses paroles, mais il fallait quand même que je vous explique. Parce que le récit complotiste qu'il vous sert, c'est que moi, je suis corrompu, je suis à la solde de gens pour vous parler de tel ou tel sujet, alors que la réalité c'est que je suis absolument libre. Je suis totalement libre, je choisis les sujets sur lesquels je parle. Je reçois régulièrement des suggestions de la part d'abonnés, d'internautes, de collègues parfois, qui me partagent des contenus, des articles ou des choses en me disant « ça c'est un sujet qui pourrait t'intéresser ». Et moi j'avise. Et je n'ai jamais reçu de commande, et je n'en veux pas, et je ne veux pas être adoubé par tel ou tel ministère ou quoi que ce soit. Je suis au moins aussi indépendant que ces gens, parce que moi, je sais que personne ne me paye, et je sais que la Russie n'est pas impliquée dans mes choix éditoriaux, et je sais que moi, je ne crée pas du chaos autour de moi, et que je suis plutôt dans le sens du consensus scientifique quand il existe. Donc je suis extrêmement serein par rapport à ça, mais si vous ne connaissez ni mon travail en vidéo, ni dans mes livres, et que tout ce que vous savez sur moi, c'est ce que dit Aberkan, ou François, ou Monsieur Michel, forcément, vous allez peut-être vouloir adhérer. La première version qu'on entend, c'est souvent celle qui nous fait la plus forte impression et qu'on va avoir tendance à croire. Donc moi, je vous dis, faites attention aux gens que vous croyez, vérifiez par vous-même. Et quand vérifier est impossible, on ne peut pas vérifier quelles sont les bonnes ou mauvaises intentions des gens, vous ignorez si je suis bien ou mal intentionné. Il faudra juger sur les actes. Il faudra juger sur le travail de fond. Ça fait 8 ans que mon travail est public pour tout le monde et qu'il est gratuit. Donc, si vous voulez vous faire un avis, il faut juste consacrer un petit peu de temps à cela. Je reprends, parce que là, je fais déjà un peu trop long.
Wikipédia est décrit comme un journaliste complotiste depuis 2020, donc c'est extraordinaire. Finalement, le champ libre que ces procédés extrêmement malhonnêtes et malveillants trouvent dans la réalité, et c'est ce à quoi il faut s'opposer. Alors donc, merci beaucoup donc d'avoir donné cette interprétation, on va dire, psychologique presque, du profil de cette... Ouais, psychologique presse. Alors, un conseil à l'avenir, évitez de dresser un profil psychologique des gens que vous ne connaissez pas. Pour dresser un profil psychologique, ça serait mieux d'être psychologue déjà et pas un faux anthropologue de la santé ou un faux journaliste. Ça serait mieux de le faire sur la base de données que vous avez recueillies, donc éventuellement d'une expertise psychologique. Personne n'est venu m'expertiser, donc il vaut mieux vous retenir. Et ça fait plaisir à un certain type de gens de voir qu'on dresse un profil psychologique de ceux qu'ils n'aiment pas, mais en fait, en gros, ça s'appelle psychiatriser les autres. Et c'est une pratique qu'il ne faudrait pas encourager. Je vous renvoie vers le tranchant live sur de la psychophobie. Je sais que des fois ça démange, y compris les gens de l'autre côté, de traiter en face tout le monde de fou, parce que c'est vrai que des fois on ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. On se dit mais il faudrait être fou pour penser ça. Je comprends, c'est humain, mais c'est pas une analyse à la hauteur de quelqu'un qui voudrait faire de la presse. Donc on s'en passe. Je ne vous livre pas mes considérations sur la psyché de messieurs Aberkan ou Azalbert, et j'invite tout le monde à en faire de même. Ça ne sert à rien de traiter de fous les uns ou les autres, ça nous empêche juste de chercher où serait leur rationalité. En général, il y en a une. Mais bon, je vais reconnaître que dans cette affaire-là, concernant les promoteurs les plus farouches, les plus vitupérants de la complosphère, je m'interroge, comme vous, mais nous ne ferons pas de profil psychologique sauvage, nous. Individu. On rappelle que donc il a été identifié dans l'enquête que nous avons menée. Malika Daoust a parlé de lui comme étant un des commanditaires aux côtés de Tristan Mendès France, Rudy Reichstag et plein d'autres. Alors, tout à l'heure, monsieur Michel disait que j'étais aux ordres. Oui, ça marche, que j'étais aux ordres. Et donc, je recevais des indications d'aligner les gens. Et maintenant, apparemment, je suis aussi le commanditaire. Donc, je reçois, mais je donne aussi les ordres. Mais, et c'est là où ce qui se passe est particulièrement poisseux, j'ai été identifié apparemment par Malika Daoust. Donc, M. Azalbert, dans quelque temps, lorsqu'on mettra face à ces déclarations, il pourra dire « c'est pas moi, c'est Malika ». Vous verrez bien que, moi je vous fiche mon billet, que c'est ça qui va se passer, parce qu'il ne pourra pas assumer le fait d'avoir dit explicitement que moi j'étais un commanditaire dans une opération de destruction de crédibilité de personnages publics qui se battraient contre la censure et contre la dictature sanitaire, etc. C'est pas possible de supporter des accusations, et ça ne va pas être possible pour lui de les assumer, parce qu'il ne se base que sur le témoignage bien pratique de cette dame qu'ils ont récupéré sous leur coupe à l'heure actuelle. Mais en dehors de ce témoignage qui me désigne moi comme un commanditaire, demandez-vous, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Demandez-vous vraiment, au-delà de l'histoire qu'on vous raconte, au-delà du narratif, qu'est-ce que Michel, Aberkan et Azalbert ont prouvé? Si vous êtes absolument certain qu'ils ont prouvé quelque chose, il sera très facile d'aller extraire dans les publications de François en vidéo ou en papier, à l'écrit, d'aller récupérer les extraits qui prouvent quelque chose. Et vous les mettez en commentaire, voilà, vous copiez-collez. Les liens marchent mal sur YouTube, mais vous allez sur Twitter ou sur Facebook, et vous nous fournissez, à moi en particulier, les éléments publiés par ces gens qui prouvent quelque chose. Comme, on va dire, quelque part, manipulant son propre mari. Donc on est toujours l'idiot utile de quelqu'un. Enquête en cours, il y a d'autres éléments, comme l'auditeur le savent, on a récupéré un certain nombre de données sur son ordinateur. Donc là, il parle de l'ordinateur personnel d'Antoine Daoust, le fondateur de Fast and Furious. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cet ordinateur, c'est quoi? Antoine, c'est quelqu'un qui travaillait de manière très modeste chez lui, avec un ordinateur, avec un téléphone, il passait plein de coups de fil, il se renseignait, il écrivait des articles. On n'a jamais pu l'accuser d'avoir donné une information qui soit fausse, vérifiée, encore une fois. Qu'est-ce que ces gens ont prouvé sur la qualité du travail d'Antoine Daoust? Est-ce qu'il donnait de fausses informations? Allez vérifier, vous verrez bien que, en fait, non. Et ils ont récupéré, suite
au fait que sa femme, son ex-femme ou sa femme, le divorce est en cours, l'accuse de différentes choses, et maintenant a prise pour avocate l'avocate de M. Azalbert, et a fourni à François l'ordinateur. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas juriste, j'aimerais beaucoup que des gens comme Sébastien de la chaîne Vous avez le droit fassent un point là-dessus. Ces gens ont récupéré l'ordinateur familial, avec des données personnelles, intimes à l'intérieur, ont tout extrait de l'ordinateur, 270 000 fichiers apparemment, et sont en train de tout éplucher pour prouver quelque chose, pour démontrer la malversation, la corruption, les méfaits qu'ils imaginent. Et moi, ça me pose un problème parce que si c'était un journal un peu sérieux, on pourrait dire, bon, d'accord, il récupère des données et il les traite, mais on n'est pas face à des gens qui sont dans un fonctionnement journalistique. C'est pas un organe de presse, il n'y a pas de journaliste à François, il n'y a aucune raison d'avoir confiance dans la manière dont ils vont traiter ces informations, aucune raison de penser qu'ils vont être responsables dans la manière de les traiter. Moi, je veux bien que cet ordinateur parte à la justice, et que la justice, si elle estime que c'est nécessaire, fouille pour voir si Antoine a violé la loi. Et s'il a violé la loi, s'il a commis des actes répréhensibles, eh ben on le punit. Et puis après, c'est le temps de la presse rend compte de ce que la justice a fait, et si Antoine est puni, bah, la presse pourra le dire, et François pourra dire, bah, on a participé, nous avons récupéré des données que nous avons transmises à la justice. Mais là, il va se passer un grand déballage, ils ont commencé un déballage de la vie intime de ce monsieur, pour le détruire. On a zéro preuve du récit du narratif complotiste selon lequel il serait aux ordres d'instances d'un pouvoir occulte dans une officine secrète pour détruire ces gens. Et on attend ce qu'ils vont bien vouloir sortir ensuite comme dinguerie. En fait, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Imaginez une seule seconde que nous ayons récupéré l'ordinateur personnel de M. Jean-Dominique Michel. M. Azalbert, M. Aberkan, quand vous dites on est en train de fouiller l'ordinateur à la recherche de documents incriminants, qu'est-ce que vous penseriez de nous? Je pense que votre jugement ne serait pas totalement faux. C'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est pas quelque chose qu'on fera, on n'a pas l'intention de le faire. Vous constatez comme moi que tous ces gens se connaissent, qu'ils s'invitent les uns les autres pour faire tourner le récit. Plus on le répétera, vous savez, plus c'est gros, mais ça passe. Qu'on est en train d'analyser, technique de manipulation, perversion quelque part pour vous? Oui, alors il y a une autre anecdote que je peux peut-être raconter, je suis désolé de m'appesantir sur mon propre cas, mais c'est celui que je connais le mieux, parce qu'effectivement, ce qui est problématique, c'est l'intrication entre des gens incompétents et malveillants, parce que Rudi Reichstadt est un autre exemple. Ce monsieur ne sait pas de quoi il parle, c'est juste phénoménal comme myopie par rapport à la réalité des faits, mais après, ils ont une crédibilité auprès des organes de presse qui vont puiser dans leur production fallacieuse pour diffuser à grande échelle des mensonges. Et c'est ce qu'Idriss Aberkan appelle blanchiment de fausses informations. Exactement. Alors, voilà, donc la boucle est bouclée, on cite Aberkan, on est tous d'accord entre nous. Bref, je vais m'arrêter là. Donc cette séquence chez François, c'est juste une nouvelle pièce dans la machine du on occupe le terrain, parce que ces gens, en fait, sont acculés. C'est-à-dire que Aberkan a menti. Il a tellement menti que sa fiche Wikipédia est remplie, pour moitié quasiment, du relevé de ses mensonges réfutés, débunkés. François a tellement menti, a été tellement dégueulasse dans le passé avec des fausses informations, avec des accusations, qu'ils ont perdu leurs agréments. Ils sont acculés en fait. Donc, soit ils se calment, ils admettent que leur travail n'était pas à la hauteur, ils se mettent d'un seul coup à penser correctement, à faire les choses bien, soit ils redoublent dans leur récit, puisque là ils se sont installés dans un récit où ils sont les victimes et les héros, et il leur faut des méchants, mais il leur faut des méchants qu'ils puissent abattre. Et dans la mesure où ils ont réussi à faire très très mal à Fast and Furious, moi je sens bien que chez eux il y a comme une dynamique de on peut se payer les autres. Il y a actuellement une campagne de harcèlement sur Twitter, je peux passer des accusations complètement dingues, et un certain nombre de gens viennent m'accuser de ce dont je ne suis accusé que par messieurs Aberkan et Azalbert, donc ça vient forcément d'eux, au prétexte que chez Berkoff, on a agité une feuille qui dit que oui, y a une plainte qui a été déposée. Sauf que y a une plainte qui a été déposée et ça prouve rien d'autre que le fait qu'une plainte a été déposée. Bon, alors je suis désolé d'avoir encore sorti une vidéo longue, mais je voulais que vous voyiez
l'intégralité de la séquence qui me concerne. Je crois que, bon, s'il y a d'autres extraits, je vais faire l'impasse. À la base, la tronche en biais, c'est pas une arme de guerre. On n'est pas là pour se battre avec les gens sur un terrain ainsi poisseux. Moi, je voulais débattre des idées. Regardez, dans nos 400 vidéos, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'analyses rhétoriques. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est d'être positif, de partager ce qui est intéressant et d'avoir des analyses qui amènent de la méthode, y compris lorsqu'on critique des gens pour des contenus à la con. Et moi, je n'avais pas envie de passer des heures et des heures et des heures et des heures à réagir à des agressions de ce type-là, gravissimes sur ma réputation et sur mon travail. Vraiment, c'est pas mon kiff. J'ai pas envie de faire ça. Malheureusement, là, je ne peux plus reculer. Moi, je ne vais pas juste m'arrêter de parler de ça parce que je m'en prends plein la tête sur les réseaux. Donc, bah, je vais continuer à vous rendre compte de ce qui se passe. Je vais, avec la STEC, on discute et les décisions sont presque mûres. Nous allons prendre les décisions sur le volet judiciaire. Monsieur Berkoff me demandait qu'est-ce que vous attendez pour porter plainte. On attend de réfléchir un petit peu parce qu'on a le droit de réfléchir avant d'agir. C'est mieux plutôt que de pérorer qu'on va attaquer ici, on va attaquer ça et de ne pas le faire. Donc moi, quand je vous aurais dit que j'ai attaqué, c'est que vous pourrez me croire. Je vous rappelle la dernière fois qu'il ne faut surtout pas accepter que le débat soit mené avec leur méthode, donc on ne descend pas à leur niveau. Quand on est confronté à des soudards, à des gens comme ça, très mal intentionnés, leur but c'est de vous abaisser leur niveau et de vous battre avec leur expérience. Donc nous on ne va pas s'abaisser à leur niveau, on va rester au niveau des valeurs. J'ai pas été très bon en face de Berkoff parce que j'ai voulu rester sur des valeurs et pas être dans de la rhétorique pure et dure. C'était un calcul dont j'espère qu'il sera payant sur le long terme, mais évidemment à court terme, ça n'a pas été convaincant, et je le reconnais volontiers. Mais on va continuer quand même sur cette ligne-là, en fait. On va continuer à être sur des valeurs. Et ce que j'attends de vous, je sais que parfois vous me demandez comment vous pouvez aider. Vous pouvez aider en étant irréprochable. C'est-à-dire que j'ai parfois dit des propos excessifs, et ben je les regrette. Je voudrais que lorsque les gens viendront en commentaire de cette vidéo ou en réponse sur les réseaux, avec des propos insultants, des propos rabaissants, des propos psychophobes, on aura droit à l'ensemble du panel du discours de haine. Je veux qu'en face, vous, les sceptiques et les défenseurs de la science, vous ne soyez pas dans la surenchère. Si vous ne pouvez pas répondre autrement qu'en étant sur le même registre, en vous énervant, en les insultant, il faut vous retenir. On n'a pas besoin que les camps se ressemblent. Si jamais cette affaire devait finir par passer par un juge qui regarde les réseaux et comment on se comporte les uns les autres, je veux que vous lui facilitiez la tâche. Je veux que vous lui montriez que on n'est pas les mêmes et que c'est pas 50-50 et qu'on n'est pas à égalité et qu'on a d'un côté des gens qui travaillent correctement, qui amènent des preuves, qui argumentent et qui savent s'arrêter, et en face, les autres. Donc ce que je vous demande, et je me permets de le faire, c'est venez, lorsqu'il y a un propos qui vous déplaît, venez apporter une contradiction, si possible avec une source, une référence, quelque chose, argumentez. Si l'autre en face vous répond et qu'il y a moyen, selon vous, d'avoir une ouverture pour soit être un peu plus assertif et à répéter quelque chose qui est important, soit pour éventuellement le convaincre, mais ça n'arrive peu. Si ça, c'est pas possible, vous vous arrêtez. Il faut savoir argumenter, sourcer, référencer et s'arrêter. Et s'arrêter, c'est très dur. Parce que, évidemment, l'autre pérore que, on lui répond plus et il pense qu'il a gagné. Avoir le dernier mot sur Twitter, ça n'est pas important. Ça n'est pas intéressant. C'est pas ça votre but dans la vie. Vous dites ce que vous avez à dire, et une fois que c'est dit, croyez bien que ce sera lu. C'est pas parce que vous allez revenir à la charge que votre propos initial aura plus de force. Au contraire, si vous finissez par vous énerver et par descendre dans le caniveau avec votre adversaire, les lecteurs verront essentiellement que les gens se battent, que c'est un pugilat et que tous sont à égalité. Or, ça n'est pas vrai. Nous ne sommes pas à égalité parce que nous avons pour nous le respect des sciences, le respect de la méthode et le respect de la dignité humaine. Et c'est pas rien, ça. Alors, c'est pas grand-chose sur les réseaux où, évidemment, l'insulte, la provocation et tout ce qui va titiller nos bases émotions est extrêmement puissant. Mais réfléchissons à long terme. À court terme, messieurs Azalbert et Aberkan sont assez forts.
Ils sont fortiches, ce sont des bons tacticiens, ils préparent des coups, clac, ils passent à l'attaque, ils sont très efficaces et ils font très très mal. Mais, moi je vous le dis, ce ne sont pas des bons stratèges. Parce que Aberkan avec Syracuse, il est cuit. Il ne peut pas gagner, Syracuse, il a tort, il baratine, il ment. Aberkan et son CV, c'est transparent que ça ne marche pas. D'ailleurs, il est cuit dans le monde académique, il est même cuit dans le monde médiatique maintenant. Donc, il a perdu sur le long terme. Et sur ce volet-là, sur l'histoire Fact and Furious, sur l'histoire des officines, sur l'histoire de Wikipédia qui serait là pour vous manipuler, il a tort aussi, et sur le long terme, ça va se voir forcément. Donc, attendons-nous à ce que dans les prochains mois, il multiplie les attaques, parce que maintenant, ils n'ont plus que ça. Donc, attendez-vous à ce que moi-même et les autres acteurs du monde de la critique du complotisme soient violemment attaqués. Ça a déjà commencé. Il faudra qu'on résiste. Il faudra qu'on amène la fin de cela par des manières judiciaires. Je ne vois pas d'autres moyens. Et il faut que vous, qui êtes d'accord avec nous, vous soyez, que vous teniez le choc aussi. Il ne faut pas vous abaisser à cette toxicité. Donc, répondez-leur avec amour. Et je suis sérieux en fait. Je dis pas, c'est pas le pouvoir de l'amour, the power of love. C'est que en manifestant comme ça cette hauteur de vue, le fait que vous soyez d'un autre niveau, croyez bien que si on fait tout ce bloc et qu'on est des centaines et des milliers à avoir cette hauteur dans les débats, tout en ayant des arguments et en n'hésitant pas à contredire, ça va se voir. Et ce sera en soi une bonne leçon, adressée envers nous-mêmes, on peut le faire, et envers les autres qui savent nous voler notre vocabulaire lorsqu'il s'agit de fallacies, de sophismes, etc., lorsqu'on veut critiquer les idées d'autrui, et qui, là, seront bien attrapés parce que s'ils veulent nous voler nos vertus, on sera heureux de les partager avec eux. Faisons de nos vertus une force. Si ça marche pas, on verra bien ce qu'on peut faire après. Okay, on pourra toujours se battre après. Hein, on sortira les tronçonneuses et les matraques. Mais avant d'en arriver là, parce que si on en arrive là, moi je pense que je plierai les Gaules. Avant d'en arriver là, essayons la méthode que je vous propose, s'il vous plaît. Voilà, donc abonnez-vous, partagez l'info, soyez doux, tranquille, serein, agissez avec amour et hauteur de vue, mais partagez quand même. Et croyez bien que à la fin, rira bien qui rira le dernier. Vous verrez qu'à la fin, on sera content que cet épisode soit fini. Et je pense que on sera fiers de nous. À très bientôt, des bisous.